Dans cette vidéo, nous allons voir les bases du langage C. Le langage C a été inventé au début des années 70 dans le laboratoire Bell. Il a été développé en même temps que le système Unix. Il a même été développé pour écrire le système Unix. Le système Unix est connu comme étant l'ancêtre du système d'exploitation Linux. Voici un exemple d'historique des principaux langages qui s'arrêtent jusqu'au début des années 2000. On peut voir Fortran et COBOL qui sont deux langages qui sont encore utilisés dans des systèmes assez importants comme sur les systèmes qui sont utilisés dans les banques. Et on peut voir, nous ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est l'historique des langages qui dépendent du langage C. Donc on va retrouver la même syntaxe. Le C, le C++, le Java, le PHP, le C#, voire même le JavaScript. Le langage C dispose de 4 types de bases. Les autres types sont dérivés de ces 4 types de bases. Le premier type que l'on peut voir est le type char. Bien souvent, on pense que c'est un type qui ne permet de stocker que des caractères, mais en fait, il faut plutôt le voir comme étant un entier court sur un octet. L'emplacement mémoire, donc un octet. Le deuxième type est le type entier, type int, qui permet de coder des nombres entiers. Il va être codé sur 2 ou 4 octets en fonction du processeur cible pour lequel est compilé le programme C. Ensuite, on a le float, le type float, qui permet de coder des nombres réels, simple précision, qui lui va être sur 4 octets en emplacement mémoire, et le type double, qui est un réel double précision, qui lui va être codé sur 8 octets. La structure d'un programme en C commence par ce que l'on appelle les directives du préprocesseur. Ce sont des lignes qui sont débutées par le signe dièse. Ensuite vient les déclarations de fonctions. On déclare au programme les fonctions que l'on va utiliser. Vient ensuite le corps du programme principal avec la fonction main, fonction principale, et le bloc de la fonction qui est encadré par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Au tout début d'un bloc, on va toujours trouver les variables locales à ce bloc. Ensuite, les fonctions qui vont être exécutées, qui vont être réalisées dans le bloc de la fonction. Ici, notre programme principal. Et à la fin de notre programme, on va trouver les définitions des fonctions qui ont été déclarées au-dessus. On peut voir ici que le préprocesseur va commencer par exécuter ces lignes-là et on va s'intéresser à ce dièse-define MSG. Il va définir un alias entre la chaîne MSG et la chaîne programme de démonstration. Donc on peut voir dans notre programme printf MSG, le préprocesseur, quand il va s'exécuter, il va scruter dans tout le programme et voir s'il peut trouver début, fin ou MSG. Et ici, il va trouver donc la chaîne MSG et il va la remplacer par son alias programme de démonstration. Ce qui fait que le compilateur va pouvoir compiler cet alias avec la valeur finale. Le fait d'utiliser des alias va nous permettre de gagner de la place et d'être plus rapide au niveau de l'écriture des programmes et plus de clarté. En C, il est important de respecter une règle que l'on appelle l'indentation. L'indentation va nous permettre d'obtenir des programmes beaucoup plus clairs. La règle que l'on se donne, c'est quand on rentre dans un bloc, on se décale de 3 voire 5 caractères sur la droite. On rentre dans le bloc, on se décale, on écrit le code relatif au bloc, et quand le bloc est terminé, on revient au niveau de l'accolade fermante. On rentre dans un bloc, on se décale vers la droite,
et on écrit jusqu'à la fin du bloc. Cette règle-là est une règle à respecter, c'est une convention d'écriture qui permet d'augmenter la lisibilité des programmes. Maintenant, concentrons-nous sur le préprocesseur. Il effectue un pré-traitement du programme juste avant la compilation. Donc il exécute des instructions particulières qu'on va appeler des directives. Ces directives sont identifiées par le caractère dièse en tête. C'est ce que l'on trouve ici pour l'inclusion de fichiers. Dièse include, on inclut un nom de fichier. Et on peut voir ici deux écritures différentes. Une écriture avec un inférieur-supérieur et une écriture entre guillemets. Eh bien, l'écriture entre inférieur-supérieur fait référence à des fichiers qui se trouvent dans un répertoire standard du compilateur, alors que un include entre guillemets fait référence au répertoire courant, c'est-à-dire que le fichier se trouve à côté du programme, le fichier qui va être inclus se trouve à côté du programme que l'on écrit. Quelques exemples plutôt de fichiers que l'on peut trouver dans le répertoire standard. Un des plus connus, c'est le stdio.h pour Standard Input Output. C'est la gestion des fichiers d'entrée-sortie standard. Les fonctions mathématiques dans le mat.h. Et un autre exemple, traitement des chaînes de caractères, string.h, etc. Le programme minimum s'articule autour d'une fonction principale. On peut voir ici que la fonction n'attend rien en paramètres, donc c'est ce que l'on va trouver entre les parenthèses. Void signifie rien du tout, et cette fonction va retourner un entier. Ce que l'on fait à l'intérieur, on fait un printf bonjour, on va afficher un message d'accueil, printf pour print format, donc un affichage formaté. Étant donné qu'on utilise printf, il faut faire référence, il faut inclure le fichier stdio.h. Ensuite, on utilise sous Windows, on utilise getch pour faire une attente de saisie au clavier pour que lors de l'exécution, le programme, que l'on ait le temps de voir le résultat d'exécution du programme. Donc ce getch se trouve dans la librairie standard conio.h. Au passage, ce n'est pas utile sous Linux. Et étant donné que notre programme doit retourner une valeur, on lui indique de retourner 0, 0 étant un code d'erreur qui signifie pas d'erreur. Donc un code d'erreur qui doit être retourné au système d'exploitation. On va maintenant s'intéresser à la fonction printf. La librairie dans laquelle est stockée la fonction printf, c'est stdio.h. Et on peut voir ici la syntaxe. C'est une fonction qui retourne une valeur, qui attend ici un pointeur sur caractère constant. On aura l'occasion de revenir dessus. La description, ça permet l'écriture formatée sur l'écran par défaut. Exemple, printf, qu'il est agréable d'utiliser printf en C lorsqu'on l'utilise proprement. Alors on peut voir que c'est un petit peu particulier la manière dont on l'écrit. Tout ce qui est passé en paramètre à la fonction est entre une accolade, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Tout ça, c'est les paramètres qui sont passés à la fonction printf. On va regarder le résultat et ça nous affiche qu'il est agréable d'utiliser printf en C, que l'on peut voir ici, qu'il est agréable d'utiliser printf en C. On a découpé cette chaîne de caractères en deux sous-chaînes, la première étant celle-ci, la deuxième commence à la ligne. Et on s'aperçoit qu'ici, juste après le AN, on a un \t qui signifie en fait une tabulation que l'on va retrouver entre le AN et C. Et juste après la virgule, un \n qui lui signifie retour à la ligne. Ce qui fait qu'on écrit tout sur la première ligne jusqu'à ce que l'on rencontre un \n. Ça va nous afficher à la ligne lorsqu'on l'utilise proprement. Maintenant, on voit ici un \guillemets. Ça correspond au caractère d'échappement du guillemet. Étant donné que notre chaîne de caractères doit être
inclus entre deux guillemets. Vous comprenez bien que si on avait ici laissé un simple guillemet, la chaîne aurait commencé ici, ce serait terminé là. Et c'est pas ce que l'on souhaitait. Nous, ce que l'on souhaite, c'est afficher à l'écran un guillemet. Donc, on échappe ce guillemet en faisant un backslash guillemet. Et tout à la fin, on rajoute un backslash n pour passer à la ligne. Voici les différents caractères précédés du backslash et leur interprétation. Donc le backslash signifie le caractère backslash. Backslash n signifie retour à la ligne. Backslash t c'est une tabulation. Backslash guillemet c'est un caractère. Backslash r signifie retour chariot. Les constantes de type de caractère ont une valeur entière dans la table ASCII. C'est ce que l'on peut voir ici. Si on définit C1, C2, C3 comme étant des caractères, on va pouvoir les représenter de différentes manières. Le caractère A majuscule, ou alors avec la valeur X, 0x41, qui est une représentation en hexadécimal du code ASCII, du code qui est défini par la table ASCII. Et on a ici la 65 étant le code du caractère grand A dans la table des caractères ASCII. On trouve ici une représentation des différents caractères avec leur signification, leur symbole, leur code décimal, leur code hexadécimal. Backslash n, donc c'est une nouvelle ligne, backslash t, tabulation, backslash b pour un backspace, un retour en arrière, return, etc., etc. Tous ces codes-là, donc on a le caractère et on a le code associé, soit en décimal, soit en hexadécimal, et tous ces codes-là sont définis dans une table qui s'appelle la table des caractères ASCII. On peut voir ici la valeur décimale, la valeur hexadécimale, le nom, et le type de caractère. Alors, les premiers caractères jusqu'à 31 sont des caractères que l'on appelle des caractères de contrôle. Les caractères qui vont être affichables vont commencer à partir de 32 ou 20 en hexadécimal pour l'espace jusqu'à 127 pour le caractère des lettres. On va faire une remarque sur cette table. Il y a en gros 3 valeurs à repérer dans la table des caractères ASCII, à mémoriser. Donc le caractère 0, qui a pour valeur 0x30, $30, 30 hexadécimal, ce qui nous permet de voir que le caractère 9, c'est 30 plus 9, donc $39. Le caractère A majuscule, son code ASCII, c'est $41. Ce qui nous permet de retrouver toutes les autres lettres, puisqu'elles s'incrémentent jusqu'à 5A en hexadécimal. Et les caractères minuscules commencent à la A minuscule, c'est le caractère $61. En ayant ces 3 caractères, on arrive à retrouver la plupart des éléments qui vont nous intéresser dans la table des caractères ASCII. Une autre fonction qui va nous permettre de faire des saisies est la fonction scanf. Elle fait partie de la bibliothèque stdio.h et on a ici sa syntaxe. On reviendra dessus à la fin de ce cours, plus précisément. Et ça lit à partir du stdin standard in, donc c'est l'entrée standard, qu'on appelle généralement c'est le clavier, les différents arguments en appliquant un format que l'on définit. Par exemple, scanf %d et âge, ça lit l'âge, ça lit une valeur que l'on va stocker à l'adresse de âge, dans la variable âge. Voici les formats des paramètres passés qui vont fonctionner soit pour scanf, soit pour printf. %c pour lire dans un format caractère, %d ou %j pour lire un entier signé, %e pour lire un réel avec un exposant, %f un réel sans exposant,
Qu'est-ce que l'on peut noter? Pourcentage X pour lire un entier au format hexadécimal. Tous ces formats d'écriture s'appliquent à la fois pour scanf et pour printf. Voici notre premier programme. Ici, on peut voir que l'utilisation du et commercial, que l'on va trouver là, est indispensable avec scanf. Pour l'instant, notez que quand on utilise scanf, on doit absolument mettre un et commercial devant le nom de notre variable. On reviendra dessus un petit peu plus loin dans le cours. On a nos directives d'inclusion des fichiers d'entête, notre programme principal, notre fonction principale avec le bloc, début de bloc, fin de bloc. On déclare une variable âge, on affiche quel est ton nom, on lit une valeur que l'on va stocker dans la variable âge, ensuite on affiche bonjour, ton âge est, et on affiche ici la valeur de âge. C'est une écriture un peu particulière. En fait, on fait un formatage de la valeur qui se trouve dans la variable âge. Le formatage se fait en décimale. On aurait pu l'écrire en hexadécimal, auquel cas on aurait écrit pourcentage X. Mais ça n'a pas réellement de sens d'afficher un âge en hexadécimal. La fonction getCH, qui est là uniquement sous Windows, pour faire une attente d'une saisie au clavier, et notre programme principal qui doit retourner une valeur, retourne 0 pour dire pas d'erreur. Maintenant, nous nous intéressons aux déclarations de variables. Un exemple, char C1, C2, C3, on définit C1, C2, C3 comme étant du type char. I, J et var ent sont définis comme étant du type int. Les variables doivent être préalablement déclarées puis initialisées avant d'être utilisées. Et chaque variable doit être, c'est une convention, sont déclarées juste après l'ouverture du bloc. Comme là, notre fonction main, juste après, on va définir, là, on va déclarer nos variables, C, I, J, K, et derrière, elles vont être initialisées. On peut écrire tout ça d'une manière un peu plus compacte. On va pouvoir faire une déclaration et une initialisation de variables sur la même ligne. Ici, C égale le caractère A, int I égale 50, J, on ne lui a pas affecté de valeur, K, on ne l'affecte pas de valeur, voilà. Attention, ici, faites bien attention à un opérateur qui est l'opérateur égal, qui est ici l'opérateur d'affectation. C'est-à-dire qu'on met la valeur, si je prends l'exemple ici, I égale 50, ça signifie qu'on va mettre la valeur 50 dans la variable I. On s'intéresse maintenant à la fonction scanf, donc le formatage des données en entrée. Un exemple d'écriture, char C1, C2, C3, on définit trois variables de type char, et on va les saisir. Scanf, entre guillemets, c'est un pourcentage C, pourcentage C, pourcentage C, ça signifie qu'on va saisir un caractère et qu'on va stocker dans C1, C2 et C3 les valeurs des codes ASCII en décimale, ou en hexadécimal d'ailleurs, des caractères. Ensuite, une autre écriture, scanf pourcentage C, espace, pourcentage C, espace, pourcentage C, on fait exactement la même chose. Et on voit bien que la première valeur va dans C1, la deuxième dans C2. Pareil ici, sauf que là, on va avoir, sur la deuxième ligne, on a un espace entre chaque saisie. Si on entre A, espace B, espace C, sur la première ligne, on va, étant donné qu'on a collé les trois saisies, le premier caractère saisi pour C1, ça va être A. Pour B, on va... pour C1, ça va être A. Pour C2, ça va être un espace, et pour C3, ça va être B. Alors que si on a bien mis un espace entre chaque saisie, C1 prendra la valeur A, C2 prendra la valeur B, C3 prendra la valeur C.
un autre exemple. On définit un caractère, un entier et un flottant. Si on écrit scanf pourcentage 2D, on va saisir une valeur en décimale sur 2 digits, une valeur en flottante sur 5 digits et un caractère. Donc le décimal, l'entier pour i, la variable i, le flottant pour la variable x et le caractère pour la variable c. Si maintenant on saisit en entrée 12 espace 123.567 espace R, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre les deux premiers décimales, on va les mettre dans la variable i. Ça, jusqu'ici, tout va bien. Pour le flottant, on va saisir un flottant sur 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, on saisit bien 123.5. Et le caractère qui suit derrière ne sera pas le R comme on aurait pu l'attendre, mais ça va être le caractère qui vient juste derrière le 5. Donc attention au format. Là ici, il aurait été préférable de mettre un pourcentage D et pourcentage F pour saisir la totalité et ne pas se limiter à 2 digits pour l'entier et 5 digits pour le réel. On voit maintenant une présentation de quelques fonctions disponibles dans la librairie stdio.h, la fonction printf, scanf avec leur description, écriture formatée sur la sortie standard, lecture formatée sur l'entrée standard, getChar pour faire lecture d'un caractère, putChar pour écrire un caractère, puts pour écrire ou gets écrire ou lire une chaîne de caractères qui se termine par un \n, et là on peut voir la grande différence qu'il y a entre puts et gets par rapport à printf et scanf, c'est que là les lectures et les affichages ne sont pas formatés. On trouve aussi un sprintf ou scanf qui se comporte comme un printf et un scanf, mais au lieu d'aller afficher ou lire sur l'entrée-sortie standard, vont le faire sur une chaîne de caractères. On s'intéresse maintenant aux déclarations de constantes. La première méthode consiste à définir un symbole qu'on peut définir comme un alias avec la directive de compilation dsdefine que l'on a vu précédemment. Par exemple, dsdefine pi 3.1459. Donc dans notre programme, on va pouvoir faire référence à ce pi, ce qui nous évite d'écrire à chaque fois 3.1459. Le préprocesseur, lui, va pouvoir remplacer chaque occurrence de pi par 3.1459. Il est à noter que le compilateur ne réserve pas de place en mémoire. Quelques exemples de syntaxe avec, on voit ici la dsdefine, le nom d'un identificateur avec le texte qui sera remplacé à chaque occurrence de l'identificateur. Par exemple, taille 100, maxi, 3 fois taille plus 5, etc. etc. Attention, les identificateurs, traditionnellement, s'écrivent en majuscules. Une autre méthode consiste à déclarer une variable dont la valeur sera constante. On peut voir ici qu'on définit un pi comme étant un flottant, mais un flottant particulier qui est constant. Donc, lors de la déclaration, on initialise la variable. On fait pareil pour jour, const int jour 5, et maintenant on peut les utiliser. On peut repérer que dans le programme on fait jour égale 3, alors que jour a été défini comme étant une valeur constante. Ça va nous générer une erreur. Là, le fait d'utiliser la directive const va faire que le compilateur réserve de la place en mémoire. Ici, pour donc notre flottant, il est codé sur 4 octets. On s'intéresse maintenant aux identifiateurs, qui sont en fait tous les noms que l'on peut donner aux objets en C, par exemple les fonctions, les variables et autres. C'est une suite de lettres ou de chiffres. Le premier caractère est obligatoirement une lettre. Le caractère
souligné ou underscore est désigné comme est considéré comme étant une lettre, et les identificateurs vont être différenciés selon les 31 premiers caractères de l'identificateur, ce qui fait que ça nous laisse toute latitude sur des noms de variables ou des noms de fonctions qui sont relativement explicites. Attention, le C fait la distinction entre majuscules et minuscules, ce qui fait qu'on a ici un exemple d'identificateurs qui sont valides, XX, Y1, somme, underscore 5, underscore position, etc. Fin de fichier. Par contre, on a des identificateurs qui sont invalides. Troisième, pourquoi? Parce que ça commence par un chiffre. X dièse Y, c'est invalide parce que le caractère dièse est non autorisé. No commande, le caractère tiret moins est interdit dans un identificateur. To change, pourquoi? Parce que l'espace n'est pas autorisé dans un identificateur. Attention, un identificateur ne peut pas être un mot réservé du langage. On a ici les différents mots réservés du langage C. On peut repérer certains mots que l'on a déjà rencontrés, int, float ou char. Et les mots-clés du langage C doivent être écrits en minuscules. On va s'intéresser maintenant aux opérateurs arithmétiques. Donc le C propose différents opérateurs comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, chose qui est classique. En plus, on va trouver l'opérateur modulo, qui est le reste de la division entière. Et il est évident qu'il ne peut être utilisé qu'avec des entiers. Par exemple, 7 divisé par 2, si on est sur des entiers, va nous donner 3 au lieu de 3,5. Pour obtenir cette valeur 3,5, donc pour en fait indiquer au compilateur qu'il doit utiliser la division réelle, il faut indiquer soit comme dividende, soit comme diviseur, que l'on utilise un réel. Par exemple, 7.0 divisé par 2, 7 divisé par 2.0 ou 7.0 divisé par 2.0. On obtiendra le résultat 3.5, donc on obtiendra un flottant, un réel, parce qu'on aura utilisé, le compilateur aura fait appel à la division réelle, et non pas à la division entière. On s'intéresse maintenant à l'utilisation des opérateurs arithmétiques. Donc le compilateur considère le type des opérandes pour choisir le bon type d'opération. On peut voir ici cette opération K égale I divisé par J, I valant 5, J valant 4, donc 5 divisé par 4 nous donne 1. Pourquoi? Parce que I et J étant des entiers, on fait appel à la division entière. Alors qu'ici, F et G valant 5.0 et 4.0 fait appel à la division des réels, et donc 5.0 divisé par 4.0 donne 1.25. Et si on s'intéresse ici à cette opération, ça va nous donner le résultat 1.0. Pourquoi? Parce que I et J étant des entiers, l'opération qui est sélectionnée, c'est la division entière. Donc, comme précédemment pour le calcul de K, 5 divisé par 4 va nous donner 1. Ensuite, H étant du type double flottant, eh bien, on va convertir le résultat, qui était le résultat 1, en flottant, donc on obtient 1.0. Donc attention à l'utilisation des opérateurs pour réaliser des opérations. On peut être surpris du résultat. On va maintenant s'intéresser aux opérateurs de comparaison. Donc le inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. L'opérateur d'égalité, attention à cet opérateur, c'est le double égal pour tester s'il y a une égalité. L'opérateur différent. L'opérateur d'égalité est différent de l'opérateur d'affectation, il faut vraiment y faire attention. Les opérateurs logiques, c'est le double et,
et commercial, la double barre verticale pour l'opérateur OU et le point d'exclamation pour l'opération logique non. Il n'existe pas de type booléen en langage C, donc le résultat d'une expression logique vaut 1 si elle est vraie et 0 sinon. Et réciproquement, toute valeur qui n'est pas nulle est considérée comme vraie, et la valeur nulle, ou 0, est considérée comme fausse. Un exemple. On utilise une variable i de type entier, f comme type flottant, c de type caractère. I égale 7, f égale 5.5, c égale caractère w. F supérieur à 5, c'est vrai, puisque f vaut 5.5, c'est bien supérieur à 5. I plus f inférieur ou égal à 1. C'est faux, puisque on a une valeur qui doit nous donner 12.5. Donc c'est pas inférieur ou égal à 1. C égale W. C'est vrai. Ils sont bien égales. J'attire votre attention sur on n'utilise pas cet opérateur égal qui est l'opérateur d'affectation, mais le double égal qui est le test d'égalité. C'est différent de W. C'est faux, puisque C est égal à W. C supérieur à égal à 10 fois I plus F. C'est faux. I est supérieur ou égal à 6 et C est égal à W. C'est vrai, puisque I est bien supérieur ou égal à 6 et en plus C est égal à W. I supérieur ou égal à 6 ou C égale 119, c'est vrai parce que de toute façon, comme on a un OU, I est supérieur ou égal à 6, donc comme cette partie est vraie, l'expression complète est vraie. On va s'intéresser maintenant aux contractions d'opérateurs. Donc certains opérateurs peuvent être contractés. Ça paraît un petit peu bizarre, mais on peut utiliser des opérateurs comme plus égal, moins égal, multiplier égal, etc. Donc pour chacun d'eux, l'expression que l'on peut écrire, donc expression 1, l'opérateur égal, expression 2, c'est équivalent à expression 1 égale expression 1, opérateur 2. Un exemple, A plus égale 32 équivaut à A égale A plus 32. F divisé égale 9.2, F est égal à F divisé par 9.2. I multiplié égale J plus 5 équivaut à I égale I fois J plus 5. Ce type de contraction d'opérateur, vous pouvez la rencontrer dans des programmes. Je vous déconseille de l'utiliser dans un premier temps, étant donné qu'il est plus clair d'écrire A égale A plus 32, on ne perd pas plus de temps, et au niveau du temps d'exécution, c'est insignifiant la différence entre A plus égale 32 et A égale A plus 32. A égale A plus 32 étant nettement plus compréhensible. En C, on a la possibilité d'utiliser une incrémentation ou une décrémentation. Donc pour cela, on va utiliser des opérateurs spéciaux pour nous permettre d'incrémenter, donc ajouter 1 à une variable, ou retirer 1, décrémenter. Donc plus pour l'incrément, on peut écrire soit i ou plus i, qui est équivalent à i plus égale 1, ou équivalent à i égale i plus 1. On a la même chose avec la décrémentation. Ces opérateurs peuvent être préfixés, donc l'opérateur est mis avant la variable, ou postfixé après la variable. Si on regarde dans l'exemple qui est ici, int, donc on définit i comme étant un entier valant 5, j comme étant un entier valant 4, i++, à l'issue de cette ligne-là, i vaudra 6, puisqu'au départ i vaut 5, on l'incrémente, il vaudra 6. À l'issue de cette ligne-là, j vaudra 3, préalablement il valait 4, donc on le décrémente, ça vaut 3. Et plus i,
va nous incrémenter la valeur. Préalablement, i valait 6, maintenant il vaudra 7. Voici un exemple d'utilisation de notation préfixée ou postfixée. Nous avons un programme qui déclare deux variables de type int. Alors la première des choses qui est faite, c'est i, on ne lui définit pas de valeur. J, on lui l'affecte avec la valeur 5. I égale plus j. Ceci est équivalent à l'écriture de j++. On est en préfixe, donc on a une incrémentation préfixée. C'est-à-dire qu'avant de faire l'opération, on va faire j++, et ensuite on va faire i reçoit la valeur de j. Tout ça, donc en une ligne, on écrit l'équivalent de ces deux lignes-là. Ensuite, on affiche la valeur de i et la valeur de j. Ensuite, on repositionne la valeur de j à 5. Et maintenant, on écrit i égale j++ pour voir la différence entre ces deux types d'écriture. Et bien là, c'est équivalent à i égale j, parce que c'est une post-incrémentation. Et on incrémente juste après. Donc d'abord on affecte, ensuite on incrémente. Alors qu'en pré-incrémentation, on va d'abord incrémenter et ensuite on affecte. Ce qui fait qu'au niveau résultat, la première ligne va nous donner i égale 6, j égale 6. La deuxième ligne, le deuxième affichage, va nous donner i égale 5, j égale 6. Maintenant, on va s'intéresser aux conversions de type. Le langage C permet d'effectuer les opérations de conversion de type. On utilise pour ça un opérateur qui s'appelle l'opérateur de cast, qui est la parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, avec à l'intérieur le type dans lequel on veut transformer notre variable. Donc on débute un programme. On définit i comme étant un entier de valeur hexadécimale, 1, 2, 3, 4. Et j comme étant un entier non défini. Char, comme type char, on a deux variables d et e et un flottant r valant 89.67 plus un autre flottant s non défini. Un exemple ici, on va convertir la variable r qui est un flottant, on va la convertir en entier. Ici, on va convertir notre entier i en un flottant. Notre entier i, on va le convertir en un caractère. Notre flottant, on va le convertir en caractère. Et ici, on va pouvoir faire notre affichage, conversion de float vers int, conversion de int vers float, etc. Voici les résultats. Donc la première valeur, donc de float vers int, on passe, la valeur du flottant était 89.67, ça va nous donner la valeur 89. Et la conversion de int vers char, 1, 2, 3, 4, va nous donner 3, 4. Pourquoi? Parce que notre entier, là ici, était codé sur deux octets, le premier octet et le deuxième octet. Et quand on passe sur un type char, si vous vous souvenez, le type char est un entier codé sur un octet. Donc on va garder l'octet de poids faible uniquement.